Bonjour Franck Morin, c'est Mike Aldébaran. Bienvenue à toi. Aujourd'hui tu vas nous parler du phénomène des airships, mais avant tout tu vas te présenter un petit peu ton travail, ton premier livre et ce que tu fais pour l'ufologie. Voilà. Un petit peu rapidement, si tu veux dire tout ça. Oui, voilà, donc j'étudie le phénomène OVNI, aussi appelé phénomène aérospatiaux inexpliqué, depuis une dizaine d'années. Je consulte des documents, j'interviewe des gens, ou j'interroge plutôt des gens qui disent avoir observé ces phénomènes étranges. Je compare les sources historiques, et c'est surtout le gros du travail, puisque ça consiste à trouver les articles de journaux d'époque, à les confronter s'il y en a différents, voir s'il y a des points communs, étudier la crédibilité, vérifier si c'est pas des hoax, des canulars, des faux militaires qui peuvent circuler de temps en temps. Et puis à partir de ce moment-là, j'étudie les caractéristiques de ces objets, taille, forme, performance, couleur, par rapport à l'aéronautique de l'époque. Et s'il y a des différences, j'essaie de les quantifier, de les mesurer, et en se fixant comme ligne directrice, est-ce que c'est supérieur aux meilleurs records mondiaux de l'époque. Et si c'est effectivement supérieur, c'est que c'est louche, et donc il y a une enquête à faire. Parle-nous aussi de ton livre de la préhistoire à nos jours, donc le phénomène OVNI à travers toute l'histoire du début. Tu peux nous résumer un petit peu ce livre, qui est beaucoup de travail derrière. Oui, beaucoup de travail, plus de 1000 heures, pour effectivement faire une synthèse, une sorte d'encyclopédie du phénomène, citer l'historique, les plus grandes vagues observées, et ensuite les comportements, les caractéristiques. Est-ce qu'il y a des lignes directrices qui se dégagent? Est-ce qu'il y a plus de certains lieux qui sont visités en priorité, certaines infrastructures, le nucléaire par exemple, et ensuite les différentes hypothèses sceptiques, militaires ou extraterrestres, qui chacune se découpe en différentes écoles de pensée. D'accord. Tu as aussi, tu passes là sur C8 aussi, où tu peux nous parler un peu de tes activités liées à la chaîne. C'était une émission qui était consacrée, qui s'appelle Enquête paranormale. Et là, je suis intervenu sur des énigmes spatiales, puisque lors des missions Apollo, se sont produits des événements qui ont suscité l'interrogation. Il y a quelques années, la NASA a publié des documents disant que les astronautes de la mission 10 avaient entendu des bruits étranges à son strident quand ils étaient passés sur la face cachée de la Lune. Donc là, on a abordé les différentes hypothèses pour savoir s'il s'agissait d'une simple interférence entre le module lunaire et le module de commande, ou un dysfonctionnement, ou alors un message venant d'ailleurs. Pour l'instant, on n'a pas su répondre à la question. Il y avait aussi une énigme sur Apollo 15, un mystérieux disque blanc qui a été filmé. Alors, a priori, il était établi qu'il y avait un mont qui était quand même derrière, qui effectivement réfléchissait la lumière du soleil et pouvait donner l'illusion d'un disque blanc, même si les photos restaient un peu bizarres. Et puis un disque, ou plutôt un triangle volant sur Apollo 17 qui émettait des lumières anormales. Et là, il n'y avait pas d'explication naturelle, parce qu'on a parlé de satellites, mais la Lune se situe à 380 000 km de la Terre, donc c'est difficile d'en envoyer, surtout à l'époque. Et il n'y avait aucun aéronef humain intelligent qui était censé se trouver là, à part celui conduit par les astronautes de la mission 17. D'accord, très bien. Tu es aussi passé chez Cyril Hanouna. Comment était l'expérience rapidement? Oui, rapidement. On m'avait invité. J'ai accepté par curiosité pour voir comment ça se passait, l'intérieur des coulisses. C'est des émissions qui tournent un peu le sujet en dérision, pas forcément l'idéal pour en parler et surtout en débattre longuement, mais c'était intéressant de voir comment les médias traitent le sujet, en tout cas les médias de divertissement. C'est ça. Donc tu vas nous parler des phénomènes airship, donc 1897, qui commence à San Francisco, qui elle se dirige vers l'Iowa, dans toute cette région du Midwest aussi. Donc il a commencé en 1896 même. Oui, en novembre 1896. De mémoire le 18 novembre, où à Sacramento, près de San Francisco, plusieurs témoins dans la ville parlent d'un arc de lumière, ou sinon il y en a d'autres qui parlent carrément d'objets propulsés par moteur qui progressent contre le vent et très lumineux pendant à peu près 30 minutes. Et déjà on a des caractéristiques qui sont intrigantes, parce qu'à l'époque il y avait bien des ballons
aux États-Unis, mais ils ne peuvent pas progresser contre le vent, ils subissent l'action des vents. Et les dirigeables étaient vraiment très rares et puis peu performants. C'était surtout en Europe qu'ils se développaient. L'aviation était inexistante aux États-Unis. Et ce qui est, bon voilà pour le premier, qui est documenté par plusieurs articles de journaux, et ça va continuer autour de San Francisco. Au Oakland, à Red Bluff, on va avoir des groupes de témoins qui vont nous parler d'arcs de lumière, d'objets oblongs qui semblent projeter la lumière comme un projecteur classique. Détail encore intriguant puisque les ballons de l'époque n'étaient pas équipés de feux de position et encore moins de projecteurs. C'est à partir de 1910 que ça s'est produit. Surtout que là, c'était des projecteurs qui éclairaient presque toutes les villes, quoi. Oui. Les villes entières. Très puissant. C'était très puissant. Donc et après de cette fin d'année, ça a repris à peu près vers le printemps. Là, c'est plutôt dans le Middle West américain, sur une quinzaine d'États, du nord au sud, jusqu'au Grand Lac. Voilà. Où on a cette fois-ci encore des témoignages de groupe. Si on les cumule tous, 1896-1897, 1000 documents d'époque, avec certains notables, le maire de San Francisco, des policiers, des scientifiques, des ingénieurs, qui vont nous parler d'objets qui volent entre 50 et 150 km/h. Encore une anomalie puisque le record de l'époque était de 20 km/h pour un dirigeable, et encore c'était la France, le dirigeable La France qui a volé en 1884, notre pays. Et puis on s'étonne aussi de leur étendue géographique. Pourquoi 15 États alors qu'à l'époque le record d'autonomie c'était moins de 30 km. Et c'était le premier dirigeable construit au monde, celui d'Henri Giffard dans les années 1850. Donc toutes ces performances impossibles pour l'époque se cumulent. Foudroyante aussi. Accélération foudroyante. Des vols plutôt sinusoïdaux comme ça. Parfois avec des zigzags et des variations de couleurs aussi. Et on ne sait pas à l'époque ce qui pourrait produire tout ça. Et même de nos jours, on aurait du mal à reproduire ces phénomènes. Il y a aussi un système de fonctionnement des hélices qui ne pouvait pas marcher. À l'époque, par exemple, on voit bien que ça ne pouvait pas voler en tel quel. Quoi. Encore un détail inexplicable, c'est que certains de ces dirigeables avaient des appendices ou des sortes de gouvernails ou des ailes. Et les spécialistes de l'aéronation disent que porter des ailes sur un dirigeable, ça peut l'empêcher de voler. Et encore plus surprenant, des fenêtres sur ces dirigeables et des ailes battantes. Et là, on serait en pleine science-fiction, c'est pas possible d'obtenir ça. C'est ça, en fait, on revient à l'hypothèse de Jacques Vallée qui parle du phénomène qui est en mimétisme avec les civilisations humaines et l'archétype, en fait, de la personne en fonction des fois du témoin ou de la profession du témoin, ce que développe aussi Zurcher et Sider. Et donc ça c'est très intéressant comme cas qui n'a pas été trop mis en avant, à part Vallée qui en a parlé aussi. Et toi tu es un des seuls finalement actuellement qui en parle, donc c'est un travail intéressant. Oui, parce qu'il y a des anomalies comportementales aussi bien aériennes ou dans la quinzaine de présumées rencontres de troisième type qui s'est produit. Curieusement, il y avait des aérostiers on voyait des gens qui semblaient tout à fait humains. Oui, et des fermiers américains, des farmers. Et qui posaient leur dirigeable, qui allaient au contact de fermiers, qui leur demandaient de l'eau, des outils. C'est ça. Il y en a qui prétendaient s'appeler Monsieur Wilson. Des objets en panne. Oui, tout ça, et parfois il y a eu même des signalements de présumées créatures venant d'autres mondes qui étaient presque nues avec des pelages, qui portaient des pierres lumineuses. Alors évidemment, on a parfois du mal à y croire, mais c'est un phénomène qui va se reproduire dans d'autres rencontres du troisième type à partir des années 1950. On va avoir ce même genre de contradiction, d'absurdité. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un jeu de créatures, d'intelligence exogène qui voudraient nous faire passer un message à une époque qui était charnière pour l'économie et l'industrie, puisque c'était la deuxième révolution industrielle, basée surtout sur le pétrole et l'électricité, qui va un peu changer, qui va changer l'économie, mettre de nouveaux axes et accessoirement créer des technosignatures aussi. Puisque c'est les émissions de carbone, la luminosité font partie des technosignatures qui pourraient nous faire repérer dans l'espace. Mais ça, c'est un autre sujet.
Il y a eu des hypothèses sceptiques. Il a été dit que c'est peut-être des influences de la science-fiction en raison du roman de Jules Verne où il y avait l'Albatros notamment, avec Robert le Conquérant, parce qu'il y a quelques points communs. Ou les romans de Frank Reed qui parlaient aussi de dirigeables sûrement influencés par Jules Verne. Mais on ne voit pas comment des gens pourraient perdre la tête ou avoir des hallucinations en lisant des ouvrages de science-fiction. Il y avait bien des projets délirants, fantastiques de dirigeables dans la presse, mais on savait bien qu'ils étaient réalistes. On ne voit pas pourquoi les gens verraient soudainement des dirigeables à cause de ça. Il était question de confusion avec Vénus ou avec des étoiles, thèse peu convaincante, où on cherchait surtout le génial inventeur. On imaginait que dans la campagne, il y avait un inventeur qui avait réussi à produire des dirigeables très performants. Il y a eu des doutes sur certaines personnalités, on pensait l'avoir identifié, puis finalement ils ont démenti. Il y a eu beaucoup de tentatives d'escroquerie, mais finalement ça menait à rien. On n'a jamais déterminé qui aurait pu être le créateur des dirigeables, quels entrepôts ils utilisaient, où est-ce qu'ils étaient localisés, quelle technologie aurait permis toutes ces... Curieusement aussi, ces entités, enfin Farmer, là pour le coup, se présentaient comme pilotes juste d'un airship, d'une technologie un peu plus avancée, ça va remplacer votre train. Mais ils ne se présentent pas du tout comme après, se disant de Saturne ou de planètes incroyables, qui étaient plus après dans la science-fiction, du coup des années 50, qu'on retrouve en 54, où on retrouve ce genre de cas. Là, on restait dans une thématique justement où ils se présentaient comme juste pilotes, mais pas du tout venant d'une planète extérieure. Donc, on a eu un ou deux cas où des gens prétendaient venir de Mars ou de. Il y en a qui prétendaient des canaux encore, parce qu'on était dans la mythologie des canaux, de tout ça, quoi. À cette époque-là. Oui, c'était l'époque où il y avait le mythe des canaux qui avait été initié par Lowell, Schiaparelli, qui imaginait des canaux sur Mars, mais c'est des erreurs d'optique. Ouais. C'est ça. Mais le phénomène semble toujours s'adapter à la civilisation. Oui, là, on pourrait parler d'adaptation parce qu'il s'inspire de quelques dirigeables comme celui de Ritchell qui avait volé, mais autour d'un pâté de maison qui avait fait 1 ou 2 kilomètres, ou des dirigeables naissant en France ou en Allemagne. Mais qui n'étaient pas très performants. C'est plutôt à partir de 1900 et les dirigeables Zeppelin de 1900 à 1914 où là on a eu vraiment des dirigeables beaucoup plus gros, beaucoup plus performants. Quoi. Mais à l'époque, 1996-97 aux États-Unis, il n'y avait pas grand-chose. Alors peut-être qu'ils sont inspirés de ça, des premiers avions où le seul c'était Clément Ader, en France où il avait construit une espèce de chauve-souris qui s'élevait sur quelques dizaines de mètres. Quoi. Après, il y a eu une vague de 1909. Il n'a pas duré très longtemps, tu peux nous en parler aussi de cette vague. Ça a commencé au Royaume-Uni, où le policier P.C. Kittle dit avoir vu un dirigeable projetant des raies de lumière au-dessus d'une église. Et puis on commence à accumuler d'autres témoignages partout au Royaume-Uni, avec des déplacements, des manifestations de dirigeables, toujours utilisant des projecteurs. Il a été pensé que ça puisse être des dirigeables espions allemands. Mais si on prend les records mondiaux, ils n'auraient jamais pu, à l'époque, en tout cas au mois près, traverser la Manche pour aller pour faire le trajet qui était à peu près de 900 km entre les entrepôts Zeppelin et puis l'Angleterre. Surtout que c'était plutôt à partir des années 14, qui est utilisé comme militaire, quoi. Et quel est ton avis personnel sur ce sujet-là, justement? Qu'est-ce que tu en tires comme conclusion? Qu'on a eu une première vague aux États-Unis, qui a été d'abord locale, et ensuite qui s'est vraiment étendue, et ensuite, une dizaine d'années plus tard, qui s'étend cette fois-ci en Angleterre, puis après en Afrique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, qui est à 18 000 km de l'Allemagne, on rappellera. Donc il n'y a aucune explication technologique. On imagine très mal l'Allemagne envoyer des dirigeables partout dans le monde, comme ça, qui ne se font pas prendre, qui n'ont pas d'accident. Enfin pour les airships mystérieux en tout cas. Et donc on pourrait supposer que ce soit une intelligence externe qui s'amuse à faire des démonstrations comme ça, peut-être pour visiter, pour observer, pour surveiller, qui en profite pour faire passer quelques messages pour nous initier à une idée qui est que nous ne sommes peut-être pas seuls. Peut-être qu'à l'époque, ils s'en doutaient pas, mais c'est après des ufologues qui ont réétudié le sujet et qui ont vu qu'il y avait quand même beaucoup de points communs avec les ovnis modernes.
Il y a toujours plus ce phénomène d'ostentation et d'ulviness, c'est-à-dire toujours rester et puis aussi décrédibiliser le témoin, c'est-à-dire de présenter toujours le phénomène de façon étrange, de façon peut-être exprès par le phénomène. Oui, en ajoutant des détails qui peuvent apparaître loufoques, fantasques, décalés ou irréalistes, comme une sorte d'autodérision, ou pour faire en sorte que ce témoignage ne soit pas pris au sérieux par d'autres analystes. Est-ce que ça fait partie du plan? Est-ce que ça fait partie d'une stratégie de brouillage? Elle est un peu complexe, c'est pour ça que ça déroute. C'est très complexe. Et on le voit déjà, c'est une des premières grandes vagues d'observation de phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et déjà, on voit qu'on a à faire un mode opératoire qui va être très difficile et variable, et dont on ne saisit pas forcément l'intérêt au premier abord, quoi. Au premier degré, en tout cas, quand on le prend comme ça. Bien qu'il y avait des histoires de caravelles déjà dans les siècles passés, mais ça restait à un autre niveau, c'était plus évanescent, plus... Oui, et puis difficilement vérifiable, parce qu'il y a bien des histoires de vaisseaux volants, de navires volants pendant l'Antiquité. On en trouve dans les livres de Julius Obsakiens, par exemple, qui était un chroniqueur des prodiges célestes, entre guillemets, qui s'était produit sous l'Antiquité. C'est parfois très laconique, ça reste, on a un lieu, une phrase, et puis on nous dit, on a observé des navires volants dans telle ville. Donc après, c'est difficile de vérifier si c'était à l'époque, une époque où il mélangeait un peu magie et réel. Est-ce que c'est des gens qui exagéraient? Parfois on se pose la question. Ou est-ce que c'était vraiment des objets non identifiés, puis ils décrivaient avec leurs mots de l'époque, c'est-à-dire les seuls objets qui se déplaçaient, c'était les navires, quoi. Les navires sur l'eau, quoi. Sur quel projet travailles-tu actuellement, les prochains projets? Je continue les analyses techniques aéronautiques, les analyses historiques des grandes vagues, et puis aussi je vais poursuivre sur les énigmes spatiales. La vague 54 notamment. Ah oui, je vais récupérer des nouvelles informations. Très intéressante au niveau français, qui est très importante aussi. J'en ai trouvé d'autres méconnues. 1918 en Australie, des rapports font état d'aéroplanes fantômes. D'accord. Ou alors il y a des gens qui décrivaient par exemple des objets, ils les appelaient des aéroplanes, mais c'était des cubes qui sortaient des nuages, quoi. Bon là, d'accord. Ça se répète pendant toute l'année. Des laps de temps, en fait tout le temps, comme des rappels. Et là il a été pensé que ça puisse être un hydravion secret allemand, mais qu'est-ce qu'un hydravion allemand viendrait faire en Australie, quoi. À l'époque. Il va faire un coup d'affaire Horton. Donc d'autres vagues aussi, tu disais D'autres vagues, on en découvre régulièrement en Mexique. Mexique, années 50, on en parlait de Gran Oleada de Platillos Volantes, une grande vague de soucoupes volantes. Et puis après, on trouve des mini-vagues qui se produisent à échelle plus récemment, là même en France, 2018, la République du Centre qui parle de vagues d'ovnis observées en octobre. Là, visiblement, il y avait tout un mélange de faits naturels et autres, puisqu'on a eu des bolides a priori, des bolides naturels, on a eu peut-être des lâchers de lanternes thaïlandaises dans la région, mais en même temps, des objets qui se déplacent, qui ont été filmés, avec un écart qui est régulier, même quand l'objet avance, et ça c'est très curieux, quoi. Seuls des drones synchronisés ou propulsés par intelligence artificielle, on sait le faire désormais à titre expérimental, pourrait faire ça. Tu as participé aussi au premier symposium ufologique de la vallée de l'Aude. Tu es à Rennes-les-Bains et Alette-les-Bains. Tu peux nous parler du symposium, ce qu'il t'a apporté au niveau de plein de choses? Pour eux, c'était une première. Je pense qu'elle a réussi, puisque les sujets étaient très variés. On a parlé de phénomènes ufologiques, on a parlé de disparitions mystérieuses. Le sujet critique et sceptique était aussi abordé. On a fait une revue des photos mystérieuses de la région et quelques faits. Donc c'était bien complet, bien organisé, il y avait du monde, donc bravo pour l'organisation. D'accord. Eh bien très bien, merci. Si tu as un dernier message à faire passer. Si vous étudiez les dossiers ufologiques, je recommande de bien faire attention aux sources, de les certifier, de les vérifier, parce que seule une minorité, en fin de compte, de ces phénomènes pose réellement question.
ça varie en général de 3, 5 jusqu'à 21%. Et ça nécessite d'avoir l'esprit froid, assez critique aussi par rapport à certains canulars ou des tests fantaisistes qui pourraient circuler. Mais même en éliminant un peu tout ça, on s'aperçoit qu'il y a un résidu qui est quand même bien documenté, surtout les grandes vagues par période, et il y en a eu sur tous les continents. Est-ce que tu te rappelles du premier livre que tu as lu sur l'ufologie qui t'a marqué, ou le premier? Parmi les premiers, il y avait le Collège Invisible qui m'avait marqué, avec Michel, qui souligne, qui développe la thèse de la périodicité un peu de ces événements, ce qu'il appelle un système de renforcement et de contrôle. C'est ça, le système de contrôle. Et c'est vrai que plus on étudie les vagues au fur et à mesure du temps, plus on se demande s'il n'y a pas une logique quand même, malgré leurs variations dans le temps. Aimé Michel aussi, c'est un auteur qui t'a... Aimé Michel, il était pionnier, beaucoup travaillé sur la vague de 54, il avait développé la Bavik et tout ça. Et beaucoup, il avait secoué des lièvres là-dessus. Il avait rappelé quand même justement le côté fantasque, comme il l'appelait, que certaines manifestations ressemblaient à des zinzins, comme il l'appelait. Et il n'avait pas tort, parce que vu les côtés un peu décalés, on peut les qualifier comme tels de temps en temps. Il a été médiatisé, et c'est grâce à lui qu'on connaît certains aspects de la vague de 54 et puis ceux qu'on suivi après. Eh bien, merci beaucoup Franck Morin. Eh bien, à très bientôt, et longue vie à tes projets. Merci, voilà. trop plaisir. Merci.